de notre panel, comme je dis, ce sont des solutions pour l'agro-industrie, des partenariats pour des investissements stratégiques au Brésil et en Afrique. Et je peux dire que s'il y a quelque chose qui est déjà fait, il y a quelque chose de très significatif, c'est que, et moi j'ai vu dans les autres éditions du Forum Brésil-Afrique, s'il y a quelque chose qui est très significatif ici, c'est la perspective que le rapport Brésil-Afrique, toujours en croissance, elle peut toujours avancer. Il y a toujours l'espace pour quelque chose de plus dans tous les secteurs, soit pour les investissements, les partenariats, la technologie, la science. Il y a toujours un espace pour quelque chose de plus. On a vu les chiffres cités par l'ambassadeur du commerce entre le Brésil et l'Afrique. Donc il y a un grand champ pour avancer, pour qu'on puisse avancer. Maintenant, je vais commencer avec un Brésilien qui vit en Afrique il y a seulement 37 ans, n'est-ce pas, Marcos? 37 ans d'Afrique. C'est une perspective intéressante pour voir ici maintenant, parce qu'il a une expérience de plus de 3 décennies, de beaucoup de changements. Si c'était aujourd'hui, si vous devriez faire un bilan de ce que vous avez vu, vécu, non le rapport en général entre les pays africains, mais un bilan de ce qui est le thème de notre panel, ce sont les investissements. D'après vos expériences en Afrique comme entrepreneur, il y a 2 points. Quel est les grands points et la principale nécessité en ce moment? Merci, Carole. J'ai un grand plaisir d'être ici avec vous. Comme elle a dit, je suis en Afrique déjà depuis 37 ans, 32 au Kenya, 30 ans dans l'agrobusiness. Et en termes de fourniture de machines pour le secteur agricole surtout. Depuis le sol jusqu'à la récolte et des usines pour ajouter de valeur. L'Afrique a passé par plusieurs changements. Quelques changements très positifs et on a vu beaucoup de ces changements. Et en parlant de l'agriculture surtout, le gouvernement sont très intéressés à remplacer les importations, substituer, comme le Kenya par exemple, et l'Afrique en général, a une moyenne de 30% d'importation dans l'alimentation. Donc, de substituer les importations d'aliments, ça représente des milliers d'hectares à être plantés. Donc, il y a un grand potentiel pour le développement de l'agriculture et aussi pour l'élevage en Afrique. Mais il y a aussi beaucoup des grands défis, beaucoup de défis. Tout le monde parle de ces milliers d'hectares à être cultivés, mais l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement tellement semblable à celle du Brésil et d'autres pays. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'investisseurs en Afrique qui regrettent après parce qu'ils ne considèrent pas les facteurs culturels et d'autres qui sont propres au continent. Il y a beaucoup de gens qui ont investi et ont perdu de l'argent. Donc les gens sont très prudents pour les investissements. Mais la nouveauté positive, c'est qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui est intéressée à l'agriculture commerciale. Parce que 70% de ce qui est produit en Afrique est produit par des petits agriculteurs. Et ces petits agriculteurs, c'est celles qui plantent le matin pour manger le soir. C'est très pauvre donc. Et ces gens produisent 70% de ce qui est consommé au Kenya ou en Afrique en général, l'Afrique sous-saharienne. Donc les opportunités sont énormes, mais les défis sont très grands aussi. Et le fait d'avoir des milliers d'hectares à cultiver, ce n'est pas tellement positif parce qu'il y a beaucoup de défis en contrepart. Il y a des terres, des pays en conflit. Et quels sont les conflits?
L'un d'eux, c'est la vie sauvage, des animaux sauvages, qui ne respectent pas les limites. Donc c'est un défi à l'agriculture. Il y a des communautés, des leaders de communautés aussi, qui ne sont pas les plus adéquats, et ainsi de suite. Donc il faut considérer tous ces points. On est habitué avec une entreprise de Brésil qui s'appelle Campo, créée par le gouvernement pendant les années 70 pour développer la région du Cerrado brésilien. Et c'est notre structure pour développer l'agriculture et nos stocks dans le continent africain. Et à notre surprise, récemment, un groupe d'investisseurs du Brésil investit des milliers de dollars, des millions de dollars, afin de produire des aliments en Afrique. Donc, les entrepreneurs brésiliens commencent à sortir du Brésil pour investir sur le continent africain. Le technical advisor qu'ils ont, par exemple, montre un projet en marche et il y a 2 ou 3 autres en marche. Nos projets ciblent toujours un noyau indépendant, financièrement viable, et on n'a pas besoin de petits agriculteurs. C'est différent de ce que beaucoup de gens qui veulent travailler avec les petits agriculteurs, et les aussi à leur niveau, sans considérer d'autres facteurs. On n'en a pas besoin, mais on le veut. On veut qu'ils viennent participer à nos projets. C'est quelque chose de durable afin de faire hausser à un autre niveau ces petits agriculteurs qui commencent à disparaître. Les petits agriculteurs, je vais citer toujours le Kenya, il y a autour de 60 ans que ça décline. Mais les jeunes, avec le portable et d'autres ressources, ils commencent à disparaître du milieu rural. Ils vont vers les villes. Donc, dans peu de temps, ils peuvent disparaître si on ne construit pas des conditions de maintenir les jeunes sur le milieu rural. Il y a quelques années, je parlais à une femme aux États-Unis dans un forum qui a dit qu'il faut rendre l'agriculture africaine plus sexy. Ça, c'est sûr. Il faut travailler, diriger un tracteur. Alors les jeunes disparaissent du moyen rural parce qu'ils ne veulent pas passer par la même situation que leurs parents, leurs grands-parents sont passés. Donc il y a une grande transformation dans le continent. Merci Marc de cette perspective. Je vois que Stephen prend quelques notes. Peut-être ce serait intéressant de voir une perspective directe de l'Afrique. Stephen, qu'est-ce qui est nécessaire à ce moment pour améliorer cette chaîne de valeur? C'est des informations intéressantes que Marc nous a apportées, que les jeunes fuient le champ. Vous êtes d'accord? Tout à fait, je suis d'accord avec Marcos. Le secteur de l'agriculture vient avec beaucoup d'opportunités. Il faut penser les opportunités et les défis. Il faut vraiment équilibrer ça et faire en sorte si les Africains ont un avantage ou pas. Mais je pense que dans cette discussion, il faut penser une perspective parce que le secteur de l'agriculture, c'est la fondation de chaque économie, de toute économie. Si on parvient à alimenter la population de ton pays, c'est la base. Si on ne parvient pas à alimenter le peuple, ils vont pas parvenir à faire d'autres choses. Donc nous avons les terres arables, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent travailler, mais ils n'ont pas beaucoup, ils sont pas stimulés à travailler dans le camp, par exemple. Il y a l'exemple de Ghana. Nous avons la production du cacao là-bas,
au Ghana. Et les jeunes fuient les champs. Ils ne veulent pas participer de l'agriculture. Donc pourquoi est-ce que nous avons que les plus vieux qui font la production du cacao? Disons que le fermier reçoit 10 000 $ et presque tout ce montant va vers la production du cacao, les engrais et tout cela pour payer les travailleurs. Donc il n'y a aucun avantage dans la production du cacao. Ce que nous avons négligé ces dernières années, quand on pense au Brésil, la transformation du secteur agriculturel, ce n'est pas un miracle. On a travaillé pas à pas, donc nous devons en Afrique travailler chaque partie de la chaîne de valeur agriculturelle. Donc depuis la production, le matériel, le processus, l'emballage, la distribution, le transport, jusqu'à arriver au vendeur au détail, au consommateur final. Et maintes fois en Afrique, nous avons une casse dans cette chaîne. Nous n'avons pas une connexion de toute cette chaîne. Donc, je pense toujours à dire que nous devrions, les leaders africains, comment on va faire en sorte que le produit sorte de la ferme, du point A jusqu'au point B. C'est la responsabilité des politiciens, des gouvernements, d'offrir les conditions, l'infrastructure nécessaire pour ce transport facilité. Donc, nous faisons face à beaucoup d'enjeux. Et je dirais littéralement que on cueille ce que l'on plante. Donc, si on a un intérêt dans ce secteur, il y a beaucoup d'opportunités. Nous apprenons dans le continent africain, je ne sais pas si on apprend correctement ou si ça nous prend beaucoup de temps, ce que nous devons faire. Donc je pense qu'une fois que nous avons toute cette chaîne de valeur qui est connectée, cela va fonctionner très bien. Mais sinon, si on ne parvient pas à résoudre ces questions, nous avons 94 milliards d'importations d'aliments vers l'Afrique. Donc si on ne travaille pas dans notre production agricole, nous ne parviendrons pas à changer ce scénario. Donc nous devons obtenir le financement, nous devons avoir les conditions d'améliorer notre production agricole. C'est positif parce que je pense qu'on essaye de faire des efforts pour les importations, toutes les économies, quel était le produit importé. C'est pour ça que dans la plupart des cas, je pense, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une grande lacune entre les demandes et l'offre. Donc, nous devons, maintes fois, ce qui est offert, il n'y a pas de demande pour ce produit, par exemple. Maintes fois, la communauté n'obtient pas d'aliments suffisants pour alimenter ses travailleurs. Donc, c'est un processus, tout un processus, il faut que l'on ait de l'espoir, mais il y a beaucoup d'enjeux auxquels nous devons faire face. Nous devons travailler avec intentionnalité, de façon délibérée, avec le soutien des gouvernements. Quand on voit cette chaîne de valeur, comme dit Stephen, et on parle de la nécessité de gouvernement, mais des investissements privés, je passe à Daniel Balaban parce que je pense que le travail aussi du Centre d'excellence du Programme mondial d'aliments, Daniel, passe beaucoup par la promotion de politiques publiques, d'agriculture durable dans toute cette chaîne qui doit être intensifiée et valorisée dans le continent africain. Donc comment est-ce qu'on peut voir le travail du centre,
mais voir aussi ce scénario en ce moment dans la promotion et stimuler cette chaîne pour être bien connecté. Merci Caroline, c'est exactement ce que vous avez dit. Nous vivons un moment extrêmement décisif dans l'histoire de notre planète. Soit nous prenons des mesures déterminées, soit nous suivons par un chemin, sinon nous n'aurons plus de planète dans le futur. La COP30 discute déjà cela. Il faut déjà que l'on pense à la planète d'une façon beaucoup plus structurelle et penser dans le bien-être de la population en général. Aujourd'hui, dans le monde entier, on avait déjà 1% de la population avec 50% de la richesse. Cela n'est pas quelque chose que nous... On ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, cette part du gâteau augmente pour les riches. Donc, il faut que l'on pense à des politiques publiques, à penser des structures pour que ce type de concentration de revenus diminue. Je pense que c'est fondamental pour que nous puissions faire l'échange de coopération entre le Brésil et l'Afrique. Aujourd'hui, le centre d'excellence, qui est le commandement du Programme mondial d'aliments, travaille déjà avec plus de 30 pays africains exactement dans la structuration de politiques publiques organisées pour faire en sorte que l'agriculteur familier, le petit agriculteur familial, puisse produire des aliments et que ces aliments aient une demande effective avec un prix logiquement compétitif. Il faut organiser parce que beaucoup d'agriculteurs de famille, ils disent pourquoi tu plantes pas? Mais je plante, j'ai pas de financement, je dépense, il faut que je le fasse moi-même, je dépense tout ce que je gagne. Et cette production, il faut que je dois donner à l'État gratuitement parce qu'ils viennent ici et ils séquestrent les aliments. Alors il faut créer des politiques publiques organisées dans les pays pour que toutes ces structures de production d'aliments soient dirigées vers des programmes, le programme d'alimentation scolaire, par exemple. Un exemple, une bonne pratique des programmes d'alimentation scolaire. Aujourd'hui, ils démontrent déjà que chaque dollar investi dans un programme d'alimentation scolaire donne un retour entre 9 et 14 dollars de retour économique vers la communauté, en plus de garder les enfants à l'école et bien alimentés, qui reçoivent toute l'orientation. Nous faisons aussi en sorte qu'il y ait un lien entre la production des petits agriculteurs de famille avec cette politique publique. Donc, ils savent qu'ils vont produire des aliments et que ces aliments seront utilisés dans des programmes d'alimentation scolaire de leurs enfants. Rien qu'en Afrique, en 15 ans, il y a eu une révolution en ce qui concerne les programmes d'alimentation scolaire. Pratiquement tous les pays africains ont un type de programme national d'alimentation scolaire. Et nous, aujourd'hui, travaillons pour que tous ces pays aient et tous ces pays puissent alimenter leur propre population. C'est au moyen de ce type de politique publique structurante que nous allons parvenir à dynamiser la structure économique et faire en sorte que cette coopération porte ses fruits dans le futur. Et je vois dans les gouvernements avec lesquels je travaille un intérêt très grand. Aujourd'hui, les gouvernements sont intéressés. Il y a des personnes avec une formation très solide et qui sont intéressées dans la création de ces politiques publiques. Il n'y a pas de développement sans planification. Il n'y a pas de développement sans politique publique. Donc, c'est très important que l'on puisse promouvoir ces politiques publiques pour que les pays puissent s'adapter, créer leurs conditions et se développer. Je pense aussi que le Brésil a une expertise très grande dans plusieurs secteurs, par exemple dans cette question de la science, de transfert de technologie. Je passe donc la parole à vous, Marcelo. Quand on parle de ces bonnes pratiques du secteur agro-industriel brésilien,
Nous pouvons aussi regarder sur euh, voir sur ce qui est développé, sur ce qui est d'apprentissage industriel. Il y a un grand regard sur les recherches scientifiques et technologiques pour obtenir des cas de succès, des chances de répliquer des projets et une plus grande intégration. Donc, comment vous voyez ce scénario au Brésil? D'investissement en recherche, stimuler la technologie. Sans aucun doute, l'histoire du développement agricole brésilien, comme l'a mentionné l'ambassadeur, est une histoire à succès et elle était fondée sur des investissements forts en recherche conduits par Embrapa. Cette société de recherche agricole au Brésil est tournée totalement vers l'agriculture, mais l'industrie brésilienne, d'une manière générale, elle contribue aussi en dehors du domaine de l'environ gouvernemental. Elle investit aussi dans des recherches et des développements. Nous, par exemple, dans la CNI, la Confédération nationale des industries des États, nous avons une organisation qui est associée aux fédérations, qui est le Service national d'apprentissage industriel, le Sénat. Il est connu et il a fait la formation de travailleurs depuis plus de 80 ans, mais au long des 15 dernières années, il avance beaucoup dans le Sénat, l'agenda de recherche, de développement et d'innovation technologique. Donc, ces 15 dernières années, nous avons créé environ 26 ou 27 institutions de recherche et d'innovation et plus de 50 études de technologie. Ces instituts d'innovation effectuent des recherches et développement dans des secteurs assez avancés, comme par exemple le laser et l'intelligence artificielle, des matériels avancés, des ligues métalliques, mais aussi d'autres technologies consolidées comme technologie d'exploitation minérale. Et l'un des thèmes sur lesquels nous travaillons, c'est les recherches pour la production de nouveaux fertilisants, des alliages métalliques. C'est un thème intéressant pour l'agriculture brésilienne, non seulement pour l'agriculture brésilienne, mais pour l'agriculture du monde entier, bien sûr. Et un autre thème, c'est l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, elle utilise des drones, de l'intelligence artificielle. Elle a pour objectif appliquer les agrodéfensifs, les fertilisants, vraiment sur la plante, cet individu spécifique, en prenant en considération toutes les variations dans un espace donné. On prend en considération l'époque de l'année, les conditions du sol. Elle applique la quantité exacte de fertilisants ou de défensifs. Et avec cela, elle contribue pour la minimisation de l'impact environnemental, pour utiliser les nouvelles ressources et à augmenter la production d'aliments à un coût moindre pour la société. Nous avons cette recherche qui est effectuée dans quelques-unes de nos études d'innovation. Et quand on parle en termes de partenariat, le Sénat est ouvert pour des partenariats avec des chercheurs du continent africain. Nous avons, au long des 25 dernières années, nous avons élaboré plusieurs projets de coopération avec le continent africain, mais ils concernent principalement la formation de formateurs, c'est-à-dire la préparation d'instructeurs pour des professions industrielles en Afrique, depuis le secteur textile jusqu'à
que mécanique, automobile, etc. On ne travaille pas encore avec nous n'avons pas encore de partenariat en recherche avec des chercheurs africains, mais les portes sont ouvertes. Mais j'espère que jusqu'à la fin du forum, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, mais vous apportez ici une information intéressante et je vais passer la parole à Leila pour montrer la vision dans l'industrie agrochimique, n'est-ce pas, Leila? Marcelo a parlé du domaine d'agrochimique venu de Chine. Et nous, quand on parle aussi de sécurité alimentaire, il faut nous rappeler de cette question, la question de non seulement garantir la qualité de ce qui est produit, nous avons besoin d'aliments sûrs, sans courir le risque de l'ingestion de tous ces produits chimiques, mais nous devons aussi parler en termes de valeur, de coûts de production. Et alors, le Brésil a une réduction dans ses coûts de production, un coût moindre quand il ouvre ce marché vers le registre d'agrochimie. Je voudrais que vous parliez un peu de cette expérience et comment est-ce que cela peut être mis en pratique de façon générale. Quel poids peut avoir pour la simulation positive d'une production durable, d'une chaîne qui puisse promouvoir la sécurité alimentaire et surtout avec les pays du continent africain. Bonjour à tous. Je pense que ce thème est en vogue ici, avec l'agriculture du Brésil. Quand on parle en agrobusiness, c'est vraiment nos souvenirs de comment améliorer notre produit au Brésil avec un aliment moins cher. Nous avons une expérience de plus de 40 ans dans cela. Nous accompagnons suivons plusieurs défis, enjeux auxquels d'autres pays font face, mais on travaille déjà avec ces problèmes dans notre pays, notre propre pays. On essaie de comprendre comment on parvient à améliorer. Et on ne pourrait pas parler de cette question sans parler essentiellement du pas important que le Brésil a entrepris quand il a ouvert son marché pour les produits génériques, les produits après les licences. Après, on avait ces défis dans le champ, mais il y avait un seul produit pour faire face à cela. C'est-à-dire qu'il y avait une licence d'un produit agrochimique et il n'y avait pas beaucoup d'autres choix pour pouvoir remplacer ce produit. Donc, ces produits qui ont un monopole de plusieurs licences, c'est très cher. Ils avaient un coût très fort de production. Et on pourrait donc raménager les plantations. Et quand le Brésil s'ouvre à ce marché d'après brevet, ce marché s'amplifie énormément et plusieurs entreprises commencent à investir sur ces affaires au Brésil, sur le développement et reproduire les produits déjà existants, reproduire les produits après brevet de manière similaire et trouver d'autres solutions pour qu'on puisse diminuer les coûts de production. C'est ce qu'il faut faire. Et quand on parle de diminuer les coûts de production et faire plus d'agrochimie sur les producteurs ruraux, ça ne signifie pas d'introduire plus de chimie sur le champ. Non. Quand on peut éviter de les utiliser, ça représente moins de coûts. Mais quand on leur offre plusieurs options, on apporte une plus grande concurrence pour la faire, pour qu'ils puissent diminuer le coût de productivité. Donc, un produit qui coûtait avant 1000 réals, disons, parce qu'il y avait le monopole, il commence à coûter moins, la moitié, au moins de la moitié du coût de production, ça, pour le producteur rural. Et qu'est-ce que cela signifie? Des aliments moins chers pour la table de personnes. C'est un pas très important que le Brésil a fait pour devenir plus compétitif. Hier, on a assisté le panel sur le coût de logistique, le coût Brésil qui est encore très élevé, mais quand on compare et on arrive à faire ce même exercice d'exporter des graines et des produits brésiliens
qui est très fort sur l'agro, c'est comme un pays de premier monde. Et comment le Brésil arrive à le faire? Avec ses options et d'ouverture de marché. Et quand vous parlez de sécurité, le Brésil a fait de manière excellente. Pourquoi? Parce que le Brésil et la plupart des grands pays qu'on observe pour la production d'agrochimiques, comme le Paraguay, où nous sommes présents, en Argentine, en Bolivie, en Chine, dans la grande majorité de ces pays, les produits sont approuvés seulement par le ministère de l'Agriculture, qui va vérifier la viabilité de ce produit pour l'agriculture. Mais le Brésil a réussi, même avec ces données qu'on a, qu'il faut observer, à l'approbation par l'IBAMA, qui va évaluer les risques pour l'environnement aussi. Et approuvé aussi par l'ANVISA, qui va mesurer les risques d'utilisation de ce produit pour la santé humaine. Il va mesurer les risques apportés par ce produit pour la population et pour l'environnement. Le Brésil le fait avec beaucoup d'excellence. C'est-à-dire, quand on exporte un produit brésilien, on est sûr qu'on exporte un produit sûr. Donc, on l'a fait, le Brésil l'a fait avec excellence pour offrir moins de valeur, moins de risques. Et je parle de comparaison entre le Brésil et les pays africains. Il y a plusieurs aspects, mais spécifiquement sur le cas de l'agriculture, on se rappelle beaucoup les similarités géographiques et du sol. S'il y a des pratiques brésiliennes qui ont déjà été adaptées, il y a eu ce transfert, mais même aujourd'hui, si on regarde les dernières décennies ici au Brésil, tout ce qu'on a fait pour la production des engrais chimiques, mais pour toute la chaîne, cela aujourd'hui peut être adapté de manière identique en Afrique, ce qui est une facilité pour les deux côtés, non? Oui, c'est très important ce qu'il a dit parce que l'Afrique subsaharienne est très semblable au sol brésilien. Donc je fais venir des industriels africains ou des entrepreneurs ou des Brésiliens en Afrique et ils trouvent excellent parce que les sols sont très similaires, le climat et d'autres facteurs aussi. Le Brésil, donc, c'est une référence dans le monde entier comme la meilleure agriculture tropicale au monde. Donc on peut le copier et le transférer avec peu de modifications. Maintenant, on exploite beaucoup les biotechnologies. Il y a des partenaires du Brésil et d'autres parties du monde afin de remplacer les chimiques et pour d'autres genres d'engrais ou au moins réduire par le biotechnology. Le Brésil, les gens s'impressionnent beaucoup quand on leur présente ces fermes, ces plantations, surtout dans la région de Cerrado, qui ressemble beaucoup à la savane africaine. Quand on raconte l'histoire du Cerrado, ils sont toujours très impressionnés. Et donc le Brésil peut collaborer beaucoup avec l'Afrique. Parce que ce que le Brésil a atteint les dernières 50 ans, avec toute cette expertise, on peut le faire en Afrique dans l'espace de 10 ans. Donc, avec la nouvelle génération qui arrive au marché, on a une grande chance de remplacer tout ça. On peut dire donc que l'Afrique cherche des solutions, effectivement, à cette croissance, non? Oui, sans aucun doute, parce que on fait beaucoup de marketing du Brésil, on essaye de vendre nos produits, mais vraiment, quand je fais venir des missions en Afrique ou vice-versa, au Cerrado, à São Paulo et d'autres États, ils sont toujours impressionnés de voir notre développement, notre performance.
quand on parle d'accélérer cette connexion entre le Brésil et l'Afrique dans l'agriculture, il faut rappeler aussi que l'Afrique pollue beaucoup moins que n'importe quel autre pays, région, mais il faut travailler sur le poids du changement climatique. Et ça, c'est un problème à considérer quand on parle d'accélération de ce secteur vers des nouvelles pratiques de l'agriculture. En parlant des engrais chimiques, de sécurité alimentaire, il faut considérer qu'on est face à les temps le plus difficiles par rapport au changement climatique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait considérer pour diffuser dans le monde et aussi au Brésil afin d'assurer que les nouveaux investissements seront disponibles et viennent améliorer ces secteurs en Afrique, que ce soit des investissements ciblés sur la minimisation, la diminution et des difficultés créées quand on parle du changement climatique. Le changement climatique montre un grand défi pour le continent. Il y a déjà des questions qu'on a identifiées. D'après mon expérience, ce qu'on peut faire, c'est que les produits de base montrent moins de problèmes. On a certains engrais chimiques qui peuvent aider les producteurs ruraux pour le soja et d'autres produits. On le fait au Ghana, dans d'autres pays. Pour moi, le Brésil offre une grande inspiration pour le continent africain. On est si proche, c'est très facile de faire ces échanges avec le Brésil. Et en plus, on a un secteur agricole où cela prédomine énormément et donc peu de personnes qui travaillent dans petites propriétés. Ça, c'est un défi pour nous parce que c'est à l'autre côté de cette affaire. Donc, c'est facile d'arriver à avoir des profits, mais il faut faire augmenter cette production. Il faut avoir des machines. Les agriculteurs doivent utiliser tout cela. Et il faut que nous investissions beaucoup et mélanger les technologies. En plus, on a le changement climatique et plusieurs agriculteurs dépendent de la pluie. Et la pluie, à cause du changement climatique, les régimes de pluie changent dans le pays. Et ça affecte beaucoup les producteurs ruraux. Parce qu'il ne pleut pas. Donc le continent pollue moins, mais à cause du changement climatique, nous faisons face à des problèmes plus difficiles. Donc il faut investir sur la technologie. Il faut assurer que le système d'irrigation soit en place et ce défi demande beaucoup d'investissement. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan. Donc il faut avoir des politiques pour l'obtention de l'argent aussi. Il faut définir nos politiques. Et quelqu'un chez Embrapa nous donne ces options. L'Embrapa nous donne ces options. Et on est dans cette situation, dans un moment que pour l'agriculture, il faut assurer les produits et aussi le financement. Et il faut travailler sur ces points. S'il y a quelque chose d'imprévu, il faut savoir qu'on a des financements suffisants pour appuyer les producteurs ruraux à faire face aux défis du changement climatique.
Comment vous pensez qu'on peut faire cette adaptation du système brésilien? Comment l'adapter de manière à aider, appuyer la production en Afrique, comptant sur la spécificité, sur le centre d'excellence contre la famine, pour qu'il appuie en résultat pour la sécurité alimentaire. Je trouve important de comprendre que le Brésil aujourd'hui, il est à l'avant-garde de la production agricole. Le Brésil, je connais plusieurs pays, plusieurs structures. Le Brésil aujourd'hui, ils peuvent enseigner et surtout comment fonctionne la législation agricole brésilienne. Parfois, on critique beaucoup, mais on ne voit pas les points positifs. Le Brésil aujourd'hui, il a une structure de recherche comme l'Embrapa, qui est un exemple énorme de ça, très riche. L'avant-garde de la recherche agricole. Et pensez aussi à l'écologie et les cours qui va commencer la semaine prochaine. La COP qui aura lieu la semaine prochaine. On va discuter la question de l'écologie dans plusieurs régions du Brésil. Le Brésil aujourd'hui, c'est un pays où il y a plus de terres dégradées. Il y a 100 millions d'hectares de terres dégradées. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des terres qui ne servent pas à l'agriculture et ne servent pas à l'élevage non plus. Il y a des solutions, mais cette solution dépend d'un travail, dépend des investissements, afin d'essayer de récupérer ces terres. L'agriculture brésilienne utilise 70 millions et on a 70 millions d'hectares qui sont arrêtés. Donc il faut chercher des solutions qui intègrent et qui récupèrent ces terres afin de produire cette expérience brésilienne. Elle va se refléter en Afrique aussi, parce que le continent africain aussi, c'est un continent où il y a plus de terres dégradées à cause de son historique d'expropriation, et la quantité arrive à avoir toute une grande quantité de terres dégradées. Et ce qu'on fait ici au Brésil, il y a plusieurs initiatives, vous pouvez faire cette recherche, il y a des initiatives très bonnes pour récupérer et faire de l'agroécologie durable et qui arrivent à produire des aliments de qualité. Cela aussi, on exporte à plusieurs pays africains, cette expérience. Il faut échanger ces expériences et les aider à récupérer ces secteurs, ces zones, et à produire de plus en plus d'aliments. L'Afrique n'est pas encore autosuffisante en alimentation, mais elle a tout pour l'être, parce que c'est le seul endroit du monde où il y a encore beaucoup de terres à être utilisées. Ce qu'on peut faire, c'est d'encourager l'utilisation de ces terres par des producteurs locaux, par des investisseurs aussi, pour faire qu'on produise plus d'aliments et que cela ait une durabilité au moyen des politiques publiques. Je répète, sans les politiques publiques et d'appui, il n'y a pas comment le faire. Donc on a besoin que ces pays appuient aussi et encouragent avec les politiques publiques la production durable d'aliments. Et comme ça, on aura des aliments suffisants pour tout le continent. Je trouve aussi qu'un secteur qu'il faut observer ici au Brésil, c'est le marché des biologiques, des organiques. Ce n'est pas la question de l'agriculture, mais le marché des biologiques. Ce qui s'est passé au Brésil les dernières années, ces progrès dans l'industrie agrochimique, on peut considérer que cette pratique de l'agriculture biologique peut être aussi un modèle à partir du moment où il y a une réduction des coûts dans ce processus. Ça peut signifier l'encourager à l'autonomie des pays. Si on regarde internationalement. Voilà, je suis des deux côtés, de positif et négatif. Mais si on parle du biologique, nous sommes une industrie chimique, mais nous travaillons aussi sur les produits biologiques. Donc, quand on parle de produits biologiques, ces produits sont produits nationalement, ici.
90% des agrochimies du monde sont importées de Chine et d'Inde, exportées par ces deux pays. Le monde entier dépend de ces deux pays afin d'appliquer l'agrochimie sur l'agriculture. Mais quand on arrive à un moment de la pandémie, par exemple, comment on le fait? Il y a eu un lockdown en Chine, les ports ont été fermés, la pandémie a commencé là-bas, donc c'était l'un des premiers pays à faire face à ce problème. Comment on le fait donc? 90% des produits chimiques viennent de là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas quoi faire parce que le port était fermé, on n'arrivait pas à accéder aux usines, tout était fermé et on avait besoin de produits au moment exact. On a fait face à plusieurs défis, le coût a monté énormément, on n'arrivait pas à importer et plusieurs producteurs ont été endommagés parce qu'ils n'arrivaient pas à appliquer les produits dans leur plantation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu qu'on était dépendant pour l'agrochimie. Et c'est là qu'on commence à travailler les biologiques. Parce qu'en plus d'avoir un produit écologiquement correct et durable, il est produit et développé ici au Brésil. Donc, de plus en plus, il faut encourager des appuis et l'approbation de nouveaux produits biologiques. On a vu récemment le nouveau règlement qu'on a fait pour pouvoir gérer l'administration de biologique. Il faut le développer parce que ça fait un pays plus indépendant. Il y a des défis qui sont dehors de nos contrôles, mais il faudra avoir une solution interne. Donc, pourquoi pas pouvoir remplacer l'agrochimie par des produits biologiques? Bien sûr, on n'a pas encore une solution à 100%. Pour les produits biologiques dans les agricultures. Mais qu'est-ce qui se passe? Les produits biologiques, ils viennent remplacer les produits agrochimiques. Quel est le profil actuellement au Brésil? Quand on voit spécifiquement l'agriculture biologique, on peut dire aujourd'hui que basiquement, nous avons 30% des produits agrochimiques qui peuvent déjà être remplacés par des produits biologiques. Donc, on travaille en harmonie, pas toujours ils travaillent en harmonie et équilibre, mais si on continue d'investir, on pourra avoir une avancée, augmenter ces 30% pour remplacer chaque fois plus ces produits chimiques par des produits biologiques. Et outre cela, même si on fait attention à l'environnement, la sécurité alimentaire et la durabilité, nous allons avoir l'autonomie et l'indépendance. Donc, nous devons vraiment investir sur les produits bio pour obtenir la plus grande autonomie que l'on vient. On est très dépendant de l'Asie pour les agrochimiques. S'il y a un problème dehors, l'impact peut être très grand pour nous. On a vu avec l'exemple de la pandémie, il faut vraiment augmenter avec ce secteur de biologique et réduire les coûts. C'est le plus grand objectif que l'on voit le jour le jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre panel. Je vais avertir notre équipe que l'on prépare les microphones. S'il y a des questions de l'audience, et si vous voulez parler, vous levez la main et puis l'équipe va vous présenter le microphone. Mais je reviens à Marcelo. Les moments très importants de ce monde qui est la production agricole. Mais on ne peut pas oublier non plus qu'à la fin, ce sont des personnes qui produisent, qui sont dans la pratique du jour au jour. Et Marx a montré comment on doit faire l'agriculture sexy pour le champ, le travail dans le champ, conduire un tracteur, etc. Mais quand on pense à cela, Marcelo, on doit penser aussi en la formation des personnes pour donner les conditions pour que ces personnes soient aptes à opérer des machines, à des recherches, à voir les divers moments que cette chaîne exige. Donc, quand on parle de formation, qu'est-ce que l'on considère quand on voit le travail de formation qui est développé, par exemple, par le Sénat? Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui qui est une plus-value
Et comment se situe le Brésil dans ce segment pour la formation qui peut être appliqué comme un élément pour simuler la chaîne agricole? C'est une question très intéressante. Le Brésil a déjà plus de 50 ans de coopération et de formation avec l'Afrique. Les universités brésiliennes reçoivent beaucoup d'étudiants africains et beaucoup viennent étudier le génie agronomique, agronome ici. Outre la formation universitaire, nous avons au Brésil ces institutions spéciales qui est le système S, dans lequel le Sénat s'insère, mais aussi la Confédération nationale des industries. Et nous avons aussi le service d'apprentissage rural, le Sénar. Il offre une formation en production agricole. Évidemment, je ne peux pas parler au nom du Sénar, mais je peux parler au nom du Sénaï, qui est l'industrie. Et il offre la formation et l'opération de machines, le maintien de machines agricoles, de machines lourdes. Et aussi, nous offrons aussi chaque fois plus des départements. Par exemple, dans les États de Mato Grosso do Sul et Paraná, nous offrons aussi des cours d'agriculture de précision. Ces formations sont très recherchées. Par qui? Par des propriétaires ruraux qui cherchent une formation de travailleurs pour qu'ils puissent opérer ces machines et ces technologies qui vont résulter dans une économie de produits agricoles. Et c'est un profil différent, c'est un profil plus technologique, c'est quelque chose qui attire plus les jeunes que tout simplement opérer un tracteur. Donc, c'est beaucoup plus que le tracteur. Marcos, oui, il y a le joystick, il y a des drones, il y a tout ça. Alors, pour les jeunes, ça attire l'attention et la formation. L'un des facteurs, bien sûr. C'est un point que dont Marcos parlait il y a peu. L'investisseur brésilien qui est intéressé dans l'investissement de la production agricole en Afrique, il est plus attentif, maintenant il est plus prudent, il connaît les risques et il fait une analyse de risque avec plus de critères. Donc, outre le fait de voir la sécurité juridique, les marques régulatoires, il va voir aussi la disponibilité de travailleurs qualifiés. Donc, cela est un facteur important dans la décision d'investissement. J'ai déjà mentionné cela. Le Sénat forme les instructeurs d'organisations africaines de formation professionnelle. Et ces thèmes que j'ai mentionnés maintenant, l'agriculture de précision, l'opération de machines, et dans notre portefeuille, nous sommes portes ouvertes, excusez-moi pour la publicité, mais l'Afrique est toujours une priorité pour nous. Mais je pense que oui, on peut faire la pub parce que si tous nos panélistes ont leur poisson à vendre, disons, tout le monde est intéressé et c'est des intérêts qui sont convergents. Alors, est-ce qu'il y a une question de la... Je ne sais pas si je vois beaucoup. Oui, nous voyons une main, une autre question. Je vais demander à notre équipe de donner les microphones. On va commencer avec cette question. Bonjour à tous, je m'appelle Stephen Williams, je suis de IC Publications et d'autres revues. J'aimerais de comprendre les débats entre Marcos et Steven. J'ai déjà parlé avec Marcos avant et il m'a dit
que le problème principal avec l'agriculture africaine est le stockage qui est disponible aux fermiers. Et Steven a mentionné un autre aspect qui est lié à la logistique qui mène ces aliments de la ferme, du champ jusqu'au marché, jusqu'aux distributeurs et aux vendeurs au détail. Je voudrais qu'il parle un petit peu plus sur ces deux aspects. Bon, on n'a pas le temps pour un autre débat sur ça, mais j'aimerais vous écouter un petit peu sur ces deux points. Je vais être rapide. Quand on parle du petit agriculteur, nous avons en Afrique où l'Est africain, il perd deux fois, quand il plante et quand il fait la cueillette. Parce qu'il n'a pas beaucoup de choix, parce qu'il travaille avec les brokers. Quand il cueille le maïs, s'il ne vend pas au broker, il doit retenir le maïs pendant 2-3 mois, mais il n'a pas bien stocké, bien séché, etc. Alors l'un des plus grands problèmes d'Afrique après la cueillette, à la récolte, ce sont le séchage et le stockage correct des produits. Du petit agriculteur, le moyen est grand, il est déjà plus structuré, mais comment le petit agriculteur fait 70% des alimentations, il est particulièrement atteint, il n'a pas de bons grains, de bons équipements, de bonnes techniques, etc. Il perd 20 à 30% dans la plantation et 20 et 30% dans la récolte, au cours de la récolte. Donc je pense que l'aspect de stockage est fondamental, de séchage et stockage. Mais il y a d'autres facteurs, la logistique qui doit être prise en considération. Et malheureusement, le petit agriculteur en Afrique, il est très exploité. Quand il y a la j'ai trop faim, elle plante des tomates et il y a l'excès de tomates, le prix tombe, voilà. Alors le problème, la logistique, je pense qu'il est correct. Et qui est-ce qui va acheter? Je crois que ça c'est le plus grand problème de demande pour ce qu'ils plantent. Steven, à vous. Je pense que c'est une très bonne question. Mais je pense que 90% de ces petits agriculteurs n'ont pas les moyens d'obtenir ce stockage. Donc la production de tomates, par exemple, ils doivent trouver quelqu'un qui va mener les tomates qu'ils plantent dans leur village jusqu'au marché. Et maintes fois, il y a plusieurs producteurs de tomates en même temps. Donc le petit producteur ne parvient pas à vendre son produit. Par exemple, il y a le problème de stockage. Il va être vendu avec un prix très bas parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et donc la meilleure chose, c'est de le vendre pour un prix moindre pour ne pas garder le produit et courir le risque de le perdre. Une autre question? Il y avait une personne là devant, là-bas. Bonjour, je suis du Madagascar. Je suis venue directement pour venir ici et je voudrais dire que le Madagascar est le plus grand producteur de vanille dans le monde. Je travaille avec ça et je suis ici parce que nous voulons développer des ponts entre Madagascar et le Brésil à cause du climat qui est semblable et aussi parce que nous pensons que le Brésil avance beaucoup en termes d'innovation, excellence dans le domaine de l'agriculture. Donc nous cherchons l'aide avec l'expérience que vous avez de mettre les produits dans le marché et de construire cette connexion avec le Brésil et l'Amérique du Sud. Je pense que le Brésil est une porte d'entrée et nous voyons que la COP 30 est une occasion
nous voulons faire en sorte que notre agriculture soit durable. Nous sommes parvenus à produire notre vanille en Madagascar sans respecter le sol, l'environnement, notre population. Donc, nous avons besoin d'être dans une plateforme où sur une plateforme où tout le monde va gagner. Nous devons apprendre les uns avec les autres. Mais je suis ici pour, je l'espère, ouvrir cette porte et donner cette visibilité à Madagascar comme le pays d'Afrique. Et notre géographie nous laisse un peu en dehors de l'Afrique, mais nous voulons principalement envoyer notre vanille pour le reste du monde. Nous voulons avoir un partenariat avec le Brésil et quelques collaborations et partenariats avec le Brésil. Merci beaucoup. Je vais mener à bien votre souhait de construire ce pont jusqu'au reste de l'Afrique à nos participants. Et je profite pour dire que malheureusement, notre temps est court. Nous n'allons plus accepter de questions. Mais nous allons écouter le commentaire de Madame qui est très pertinent afin que l'on puisse faire la conclusion de notre panel. Merci de votre message. Je pense qu'elle a présenté quelque chose de beaucoup d'espoir et de très positif. C'est un sentiment important afin que nous puissions faire en sorte que les relations entre le Brésil et le continent africain resserrent ses loin. Donc, je voudrais vous demander un court message de chacun de vous. Je vais commencer avec Marcelo qui est plus proche de moi. Un message court sur tout ce rapport, cette relation qui existe entre le partenariat d'attraction d'investissement stratégique pour notre audience afin que l'on puisse penser ce qu'on a dit aujourd'hui. Je pense que l'industrie brésilienne elle veut s'engager plus avec l'Afrique. Elle a un engagement historique déjà, mais elle veut davantage. Et les organisations qui représentent l'industrie brésilienne aussi veulent le faire. Nous sommes les portes ouvertes. Daniel, comme nous avons dit, je pense que le seul chemin, c'est le chemin de la coopération. Le chemin de l'entraide entre les pays. Madagascar est intéressant parce que c'est une coïncidence. La semaine prochaine, nous aurons une réunion avec le gouvernement de Madagascar exactement pour travailler la création de programmes d'alimentation scolaire dans le pays. Et récemment, il y a eu un mouvement de génération Z là-bas, très intéressant, et le pays est réellement intéressé à faire des coopérations et créer des politiques publiques. Donc, je pense que la coopération, c'est le chemin. C'est faire en sorte que ce que nous savons faire, nous pouvons le transférer et aider pour d'autres pays. Et je pense que cet échange est positif pour que la création de politiques publiques puisse être fait aussi pour l'environnement des affaires. Plus il y a de coopération entre les pays et plus d'affaires ont lieu, et donc c'est très important de travailler la coopération entre les pays. Je voudrais juste dire que j'ai vu plusieurs transformations en Afrique et ce moment-là en Afrique c'est excellent. Il y a de grandes occasions, plein d'opportunités. Les défis sont grands, mais il y a plein d'opportunités. L'Afrique est prête à travailler avec le Brésil. Il y a beaucoup de similarités aussi, et je voulais aussi dire que le plus grand défi est le financier. Le Brésil a succédé à cause de projets gouvernementaux qui finançaient les agriculteurs, ainsi de suite, qui étaient bien intéressants. Tout le monde dit qu'il y a beaucoup d'argent pour l'Afrique, pour l'agriculture, mais personne n'arrive à accéder à l'argent. Alors, il faut monter un livre énorme qui coûte 40-50 000 $. Oh, c'est pas vraiment ça. Je dis ça parce que je suis du secteur financier, ils veulent me tuer, mais c'est ça la vérité. Cet argent qui existe pour l'Afrique, pour l'agriculture, est très difficile pour accéder. Il peut exister, mais le moment est d'Afrique. Je crois beaucoup au continent et je pense que nous allons faire de très bonnes affaires entre le Brésil et l'Afrique.
Bon, mais l'Institut Brésil-Afrique est là pour aider à libérer cet argent. Leïla, c'est à vous. Pour renforcer ce que les collègues ont dit et comprendre la culture d'autres pays, c'est dire qu'il faut vraiment faire cet échange de formation, apprendre avec eux aussi. Et le côté positif du Brésil, comment est-ce que le Brésil est parvenu à arriver, jusqu'où il est arrivé, comment on parvient à être les plus grands exportateurs de grains avec tous les enjeux auxquels nous faisons face. Donc je pense que tous les autres pays, ils parviennent. Ce sont des leçons à faire. Il faut faire cet exercice tous les jours et comprendre comment on arrive à avancer, même avec les difficultés des pays, mais apprendre aussi d'autres. Ça vient de l'aide d'autres pays, ça c'est fondamental. Je renforce ce que nos collègues ont dit, aussi bien les enjeux financiers et de logistique et d'autres, pour une plus grande compréhension. Il faut que l'on se penche sur ça et comprendre ce qui se passe et le faire de la meilleure façon. Steven. Bon, c'est très simple. L'Afrique est prête pour les affaires. La transformation est en mouvement. Nous voulons encourager les sociétés brésiliennes pour qu'elles viennent et nous voulons garantir que ces situations aient lieu. Si vous avez des sociétés de logistique, nous pouvons aider et nous pouvons faire cela d'une façon fantastique. Merci beaucoup. Merci aux participants de ce panel. C'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai appris plein de choses avec vous et c'est toujours intéressant. Je veux quand on partage la scène. Steven, merci beaucoup. Leïla, merci beaucoup. Marcelo Coelho, merci beaucoup à tous de votre participation.